Alors aujourd'hui, je vous propose de découvrir un art absolument fabuleux, multimédia aussi, c'est l'opéra. Mais on va le découvrir en compagnie d'un de nos grands écrivains québécois, Michel-Marc Bouchard. Bonjour Michel-Marc Bouchard. Bonjour Pierre. Alors, Michel-Marc Bouchard est auteur de nombreuses pièces de théâtre qui sont devenues des films. Il y en a une qui est devenue un opéra aussi il y a quelques années. Et en plus, Michel-Marc est en train de travailler sur un deuxième texte qui va devenir un opéra en mars 2021, un texte qui s'appelle La beauté du monde. Alors, avant d'aller un petit peu plus loin, c'est quoi l'opéra? Ben, l'opéra, c'est tout simplement du théâtre qui est chanté du début jusqu'à la fin. Ça existe depuis 400 ans. Ce sont les Italiens qui l'ont inventé. Ils aimaient se faire chanter des histoires avec des costumes, avec des décors, et ils ont trouvé ça absolument trippant. Alors, des compositeurs ont commencé à mettre en musique des histoires qui venaient de la mythologie. Je pense entre autres à Orphée et Eurydice, par exemple, peut-être l'histoire la plus connue. Ensuite, ça a été l'histoire de grands personnages comme Néron, Jules César, ensuite Poppée, par exemple. Les Français ont adoré, les Anglais ont adoré, les Allemands s'y sont mis aussi. Et bientôt, tout le monde écoutait de l'opéra et l'opéra s'est répandu dans toute l'Europe. Alors, les opéras sont souvent chantés en français, en anglais, en allemand, mais beaucoup en italien parce que c'est le pays de naissance de ce spectacle. Alors, ça prend quoi pour faire un opéra? Eh bien, ça prend d'abord une histoire, ça prend de la musique, ça prend des décors, des costumes, ça prend une salle, et puis c'est à peu près tout. Ça fait 400 ans que ça existe, et vous savez quoi? Ben, il s'en crée encore aujourd'hui. Et c'est encore, en fait, une grosse tendance. Et nous, au Québec, on crée aussi sur des textes de nos grands écrivains comme Michel Tremblay et Michel-Marc Bouchard. Alors aujourd'hui, dans notre rencontre avec Michel-Marc Bouchard, on va justement voir comment ça se passe, ce processus, comment on écrit un livret, quelle histoire on fait tout ça, et puis pour essayer de comprendre un petit peu le mécanisme et comment on part d'une histoire en allant jusqu'à la fin, c'est-à-dire le résultat final, qui est l'opéra lui-même, qui est présenté sur scène. Alors Michel-Marc, d'abord on va te situer, tu es écrivain, tu es dramaturge. C'est quoi un dramaturge? Un dramaturge, ben, c'est avant tout un auteur de théâtre. Il y a deux façons de voir le mot dramaturge. On peut s'en servir d'une façon où c'est le spécialiste de la lecture des pièces de théâtre. Alors, on va dire un théâtre, une institution a un dramaturge en résidence et souvent, c'est la personne qui conseille les metteurs en scène, qui fait des lectures analytiques des pièces. Mais globalement, généralement, le dramaturge, c'est celui qui écrit des pièces de théâtre. C'est un métier en soi, ce n'est pas nécessairement une coquetterie. C'est comme il y a les poètes, il y a les novellistes, il y a les romanciers, il y a les essayistes et il y a les dramaturges. Alors, j'ai mentionné au départ que tu avais écrit plusieurs pièces de théâtre. Peut-être donner quelques titres de pièces là, qui sont particulièrement connues. Ben, j'ai écrit entre autres Les Feluettes, Les Muses orphelines, L'Histoire de loi, Le chemin des passes dangereuses, et plus récemment, il y a eu Christine la Reine Garçon, La Divine Illusion, il y a eu Tom à la ferme, je pense qu'il a été beaucoup connu parce que Xavier Dolan en a fait un film, et il y a tout récemment, ma dernière pièce, c'est La nuit où Laurier Gaudreau s'est réveillé. Tantôt, je parlais que à l'opéra, on a besoin, il y a de la musique, mais il y a quelqu'un qui écrit l'histoire. Et cette personne-là, on appelle ça un librettiste. Alors, c'est quoi pour toi un librettiste? Le librettiste, premièrement, c'est un métier qu'on apprend d'une façon pratiquement autodidacte. Il faut préciser qu'il n'y a pas d'école véritablement de librettiste. Alors, le librettiste, c'est vraiment celui qui arrive avec le texte. Mais il faut comprendre que le texte dans toute l'entreprise de l'opéra est presque parfois un prétexte. C'est une partition à la fois, c'est une histoire qu'on raconte, mais aussi on doit être sensible dans l'écriture à la musicalité des mots. Comparativement, ça existe déjà au théâtre. C'est sûr on a cette espèce de sens de la répartie, du dialogue. On veut qu'il soit percutant, élégant, clair. C'est une information instantanée parce que tu ne peux pas déposer le livre et y revenir le lendemain. Non, ça se passe immédiatement. À l'opéra, c'est que le librettiste a quand même, comment je peux dire, donc le souci de faire en sorte que il n'y a pas que l'histoire qui est racontée, c'est que la musique se superpose à l'histoire qui est racontée. Et on va avant tout à l'opéra pour entendre la musique et les chanteurs avant de se faire raconter nécessairement une histoire. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on se souvient
tout le temps des compositeurs et très, très rarement des librettistes. Ouais, ouais, c'est vrai, tu as raison. Mais selon toi, bon, on va parler par exemple une des pièces qui a été mise en opéra, ton premier opéra, c'est Les Feuillettes. C'est une pièce qui est archi connue, tout ça. Bon, alors, selon toi, qu'est-ce que l'opéra ajoute ou apporte à la pièce? Est-ce que ça transforme la pièce ou quoi exactement? Mais je dirais qu'il y a des éléments clés dans les opéras comme tels. Qu'est-ce qui fait un opéra? De quoi est-il composé fondamentalement? Moi, je pense souvent qu'il est composé de démesure, de folie, d'amour, de passion, de trahison, de crime, d'idéal à atteindre. C'est environ en gros ça, mais toujours sur une espèce de couvert, je dirais, oui, de démesure, parce que tous les sentiments sont développés des fois jusqu'à un certain excès. Alors, quand on a abordé l'écriture véritablement, de exemple, l'adaptation des Feuillettes de la pièce de théâtre à l'opéra, dans les étapes même parce qu'on s'entend dans les Feuillettes, il y a des crimes, il y a des trahisons, il y a des grands épanchements amoureux. Euh, on doit quand même faire en sorte que la pièce qui, si on la chante au complet, ça va être un opéra de 7 heures. Ce qui veut dire que déjà au départ, on prend le texte et on coupe. On va vraiment en disant, je dois aller à l'essentiel. Déjà là, on épure certaines choses en disant, non, je n'ai pas le temps de raconter ça à l'opéra. Et est-ce que ce qui avait une valeur au théâtre, là, nécessairement à l'opéra? Non. Et en plus, dans ce ménage de coupage-là, en disant, t'enlèves ça, il faut qu'en plus que tu fasses de l'espace pour les arias, c'est-à-dire pour les airs, pour les solos, pour, si on peut dire, ce que je disais tout à l'heure, les épanchements de sentiments. Alors, dans les Feuillettes, il fallait trouver des moments, des espaces pour faire en sorte que ces épanchements-là ou ces arias-là, je dis épanchements, mais de grandes envolées chantées par les solistes, existent. Euh, je dis souvent aussi que l'exemple du rapport du temps entre l'opéra et le théâtre, je l'exprime par, c'est un peu une blague, qui dit au théâtre, tu demandes un café et il va arriver chaud. À l'opéra, le temps que tu demandes le café, parce qu'il faut que tu chantes tous ces temps, le temps que la personne aille chercher le café, voici votre, il est froid le café. Alors, bien ça, c'est une image au niveau, je trouve assez concrète, au niveau du rapport des mots et du temps. Oui. En plus de ça, dans les Feuillettes, ce qu'il y avait comme problématique, Pierre le dit tout à l'heure, la question que l'opéra est beaucoup pour nous de l'importation, dans le sens c'est un produit exotique, dans le sens qui vient de France, d'Allemagne, des grands pays. Alors, on n'a pas une grande tradition d'écriture ici des opéras. Dans les Feuillettes, il y a des personnages québécois, il y a des personnages français. On a essayé de mettre les personnages québécois à l'opéra. Mais ferme ta gueule, je vais te donner une claque, ça ne fonctionne pas. On l'a essayé et on sombrait rapidement dans le ridicule parce que ça ne marche pas. Dans le sens qu'à côté, il y avait des personnages français qui, eux, avaient l'air à des gens très, très instruits et tous les Québécois passaient vraiment pour des plots. Alors, on a décidé d'un peu, comment je peux dire, donc, polir la langue québécoise pour qu'elle fonctionne, qu'elle ne soit pas au même niveau, je dirais, fleuri, châtié que les Français. Alors, il y avait ce travail-là à faire. Mhm. Alors, Michel Marc, dis-moi, comment le projet a commencé des Feuillettes? Le projet a commencé par une demande très claire de la part de Michel Beaulac, le directeur artistique de l'Opéra de Montréal, qui a demandé par mon agent à me rencontrer en disant je trouve que votre dramaturgie, ce que vous écrivez, va très bien avec le mode opératique. Et ce qui était drôle, c'était comme un peu les planètes se sont rencontrées parce que dès 2002, il y avait ce compositeur australien, Kevin March, qui m'avait approché, qui avait vu le film des Feuillettes et qui avait dit, moi, je veux en faire un opéra.
Alors, on s'était rencontrés à Montréal et on avait tenté de frapper à certaines portes, ça n'avait pas fonctionné. Alors, quand Michel Beaulac m'a approché, j'ai dit, en plus de ça, je crois que j'ai un compositeur. Et j'avais déjà quelques maquettes de musique. Alors, ce qui fait que le projet a démarré très rapidement et j'ai pu finalement continuer le dialogue que j'avais commencé avec Kevin March. Et le processus a pris combien de temps au total? Moi, je pense que ça a pris en tout peut-être 3 ans. Hey! C'est très long, hein, c'est très, très long. L'opéra est moi je l'appelle l'art impérial, dans le sens que quand on va arriver en salle de répétition, beaucoup de choses sont déjà déterminées, encore plus qu'au théâtre, dans le sens que la musique raconte beaucoup de choses à l'opéra. Elle raconte pas seulement des sentiments, mais elle peut, en même temps, à cause de l'orchestre et comment je peux dire, de la composition même de l'orchestre, on peut raconter 3 choses, 4 choses en même temps. C'est-à-dire que la musique peut simplement accompagner ce qui est dit. Elle peut, d'un autre côté, amener un sous-texte, c'est-à-dire nous dire que ce qu'elle est en train de dire simplement est peut-être dangereux. Et en plus de ça, elle peut également donner une espèce de saveur d'ensemble à tout ce qui se passe. Alors, ce qui fait que, pourquoi elle est impériale, c'est qu'au théâtre, on n'a pas ça. On a des mots, le texte, il y a des trous, et c'est à la mise en scène, aux acteurs à combler tout ça. Alors qu'à l'opéra, déjà beaucoup de choses sont établies. La durée des sorties, l'importance dramatique de l'entrée ou non d'un personnage, la musique le raconte. Et de ce sens-là, c'est toute une différente façon de voir. D'où, je pense, le librettiste, dans le processus, est appelé à couper beaucoup de choses parce qu'il dit, la musique le dit, je n'ai pas à le répéter. C'est vrai. Est-ce que tu avais, toi, désiré devenir librettiste à un moment donné dans ta carrière? Non, non, honnêtement, non, c'était pas. De toute façon, je croyais, comme beaucoup de gens, que c'était quelque chose d'inaccessible pour nous. On n'a pas cette tradition-là. Alors, c'est très gros, hein? Surtout l'Opéra de Montréal ou l'Opéra de Toronto. On parle de grand orchestre, on parle de tant de solistes. Les chœurs qui sont imposants, la production est imposante. Alors, de ce sens-là, on fait, il me semble, non, je n'aurais jamais accès à ça. Puis, je veux dire, de toute façon, on a l'impression tout le temps de gravir un autre barreau de l'échelle de Peter, dans le sens où l'échelle de notre incompétence. Alors, de ce sens-là, ça fait, ben, OK, sautons à l'eau. Mais comme je connaissais bien la pièce et qu'on m'encourageait à le faire, j'ai pu, si on peut dire, être en confiance parce que je connaissais le matériel. Mais il était quand même, c'est un opéra complexe. Parce que comme la pièce raconte une histoire dans une histoire dans une histoire, si j'avais, comment je peux dire, donc j'ai fait mes classes sur un projet extrêmement complexe. Le nouveau projet, La beauté du monde, est beaucoup plus simple dans sa structure, je dirais. Alors donc, le processus est différent. Des Feuillettes, c'est un texte qui existait, tu as dû couper parce que le temps musical est différent du temps littéraire, alors que La beauté du monde, tu écris un texte directement en tant que livret d'opéra. Absolument. Ce qui est à la fois, comment je peux dire, donc, je considère ça un peu plus simple parce qu'il n'y a pas les fantômes de l'œuvre originale. Parce que quand on a notre œuvre originale et qu'elle a été appréciée, jouée partout, adaptée, il y a même une comédie musicale, c'est comme, on a l'impression que ça devient comme intouchable, alors que là, il faut vraiment rentrer avec la scie à chaîne dedans. Là, maintenant, j'écris une œuvre originale, ce qui veut dire que je reviens là plus à un processus d'auteur de théâtre à l'origine, mais je sais fondamentalement que ce sera dans un autre médium, que ça va être chanté. Et j'ai appris, c'est sûr, j'ai fait mes classes, je dirais, autodidactes avec l'écriture des feuillettes, et de ce sens-là, il y a des choses qui m'apparaissent plus évidentes maintenant. Comme exemple, permettent à beaucoup plus entre autres, de répétition. Comme les feuillettes viennent du théâtre et très dialogué, j'ai moins de dialogue présentement dans La beauté du monde pour laisser plus le chant prendre la place, c'est-à-dire laisser un peu plus de moments pour les solistes. L'histoire est à quelque part moins complexe, mais je pense simplement pour raconter c'est quoi La beauté du monde rapidement, il s'agit
le contexte, c'est autrement dit l'occupation allemande en France et le vol, si on peut dire, des tableaux, des collections d'art des familles juives par les Allemands. Mais toute notre histoire est l'histoire d'un tableau. Alors, ce n'est pas une histoire, comment je peux dire, non. Le défi, oui, c'est comment encore aller vers cette espèce de démesure, de force des sentiments, de faire en sorte que le public soit attaché, se reconnaît dans le destin des héros qui vont tenter tout pour sauver les trésors de l'humanité. Mais il n'en demeure pas moins que notre personnage principal, c'est un tableau qui ne chante pas, mais que tout le monde chante, on peut dire. Oui. Dis-moi, comment est-ce qu'on choisit une histoire d'opéra? Est-ce que c'est une commande de l'Opéra de Montréal, où ça va être présenté en mars 2021? Est-ce que c'est l'Opéra de Montréal qui a dit on aimerait que tu fasses un opéra de cette histoire, ou c'est plutôt toi qui a vu cette histoire, a lu là-dessus, puis tout d'un coup, ça t'a inspiré? Moi, je pense que j'ai la chance, mais je pense que je me suis quand même un peu battu pour cette chance qui fait que ce que j'écris vient de moi. Dans le sens que j'ai vraiment un rôle de littéraire, c'est-à-dire que ça s'inscrit dans mon œuvre. Cet opéra-là ne doit pas être à côté de ma démarche, elle doit s'inscrire dans ma démarche. Alors, quand il y a eu l'accueil assez très enthousiaste pour les représentations des Feuillettes, déjà Michel Beaulac m'a demandé est-ce que tu as une idée pour un prochain opéra, peut-être dans 4 ou 5 ans? Alors, je lui ai dit, j'ai vu hier, je l'ai ici, hein, j'ai vu un documentaire qui m'a complètement happé, qui s'intitule Illustre et inconnu, comment Jacques Jaujard, a sauvé le Louvre. Et quand j'ai vu ce documentaire-là, j'ai fait, mon Dieu, il y a tout là-dedans pour un opéra. Il y a tout là-dedans pour un opéra parce qu'il touche à des grands principes humains, universels. Et en plus de ça, c'est comme si l'ensemble des chœurs, avant même les personnages solistes, me sont apparus, j'ai dit, c'est un opéra où il y aura beaucoup de chœurs. Alors, Michel Beaulac a complètement accepté et en même temps, ben, il y avait, je disais, je veux, comme Kevin March il y avait eu comment je peux dire, il s'était attaché au projet parce qu'il avait, comment je peux dire, il m'avait contacté en 2002. Alors que là, je voulais vraiment que ce soit un compositeur québécois. Je voulais vraiment que ce soit une œuvre faite par des Québécois, même si on parle d'un événement qui s'est passé durant la Deuxième Guerre mondiale en Europe, mais avec notre propre sensibilité. Et de là est arrivée l'idée de Julien Bilodeau qui, presque au même moment, préparait Another Brick in the Wall. C'est important pour toi qu'une histoire ait une résonance avec notre propre histoire. Je pense que c'est capital. Je pense que ce serait faire de la décoration si on faisait, je pense, je sais pas, si le public est contemporain, le public est maintenant, Carmen nous touche encore, la Traviata nous touche encore. Alors, de ce sens-là, je suis un contemporain, quelqu'un de maintenant qui parle à mes contemporains. Alors, j'imagine que les valeurs que j'ai, en tout cas, du moins, mais le métier m'a quand même, ou la réception de mes œuvres m'a quand même dit que j'avais une pertinence dans ce qu'on peut dire aux gens. Ce qui fait en sorte que oui, je crois fondamentalement que ce qu'on va raconter a un écho. Si on pense présentement à l'ensemble des musées, des chefs-d'œuvre qui ont été détruits durant, entre autres, par l'État islamique, on est encore là-dedans. Les œuvres sont encore menacées. Si ce n'est pas par des gens, ça peut être juste par le feu. Notre-Dame, il n'y a pas très longtemps. Alors, c'est comme comment on veut parler de tous ces gens-là qui pensent à la sauvegarde, la mémoire de l'humanité. Mm-hmm. Michel Marc, comment se passe le travail de collaboration? Tu parlais tantôt entre le compositeur et le librettiste. Est-ce que tu pourrais élaborer un petit peu là-dessus, là? Je dirais qu'il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas, on s'adapte. C'est un dialogue entre deux artistes qui va s'étendre sur plusieurs mois avec nos talents et nos sensibilités. C'est Chéreau, un grand metteur en scène français, qui disait l'œuvre naît de l'accident artistique
Je dis oui, c'est un partage d'ego, c'est comment, mais je dirais, pour être plus concret, que dans le cas des Feuillettes, Kevin March, il y avait des allers-retours. J'écrivais des textes, il écrivait, il composait, j'écrivais des textes, je réagissais. Alors que présentement, Julien a demandé, j'ai tenté de faire ça au début, l'aller-retour, et Julien a dit, j'y arrive pas, j'ai besoin de voir l'œuvre dans son ensemble. Alors, j'ai écrit une première version de l'ensemble du livret. Où c'était un peu étrange, c'est qu'on n'a pas de musique, hein. On n'a pas la mélodie, on n'a rien. Ce qui veut dire qu'on écrit en essayant de, comment je peux dire, donc, en ayant des rythmes intérieurs, mais on n'a pas de mélodie. Ce qui fait qu'on regarde l'ensemble de notre acte en disant, ben là, les mots sont très, très courts pendant un certain temps. Là, il faut que je revienne à quelque chose de plus, je dirais, long, plus, comment je peux dire, plus mélodieux, moins saccadé, mais je n'ai pas la musique. Et j'ai trouvé que c'est un exercice extrêmement difficile. Je trouvais ça très difficile. Quand je me disais, ben, je m'improvise quoi, là? Alors, je mettais des cœurs, je mettais en disant, bon, au niveau de la lecture de ce qui se passe, je pensais être clair. Mais finalement, on travaille sur ce livret-là depuis qu'il a été livré. On travaille sur la grande structure. Mais encore là, récemment, j'ai dû complètement réécrire mon troisième acte. Et c'est un peu normal, je dirais. La fin, c'est la même fin, mais plus on rentre dans l'œuvre, plus les choses, tu sais, c'est vivant. Et plus les choses, des fois, changent, puis on dit, ah mon Dieu, il y a une fenêtre qui vient de s'ouvrir, il y a un personnage qui a été comme un peu oublié, qui est peut-être plus important qu'on pensait. Alors, puis en même temps, ben, je suis quelqu'un qui vient du théâtre et qui sait que, fondamentalement, qu'un acteur dans les coulisses, c'est une perte. C'est du gaspillage. Alors, ce qui fait que j'aime bien donner, si on peut dire, entre autres aux solistes, à tout le monde, une part. C'est-à-dire qu'ils aient à défendre quelque chose, qu'ils soient venus là pour défendre, si ce n'est qu'un aria. Mais... Une fois qu'on a une œuvre, on a une musique, on a un texte, etc., les chanteurs se mettent de la partie, bien sûr, parce qu'un opéra, c'est un texte qui est chanté. Est-ce que les chanteurs travaillent en étroite collaboration avec toi aussi et que tu changes certaines choses, certains passages du texte parce que ça sonne moins bien dans leur bouche, c'est plus difficile à chanter avec le compositeur, etc., etc.? Nous avons quand même des ateliers de vérification, c'est-à-dire avec l'atelier de l'art lyrique, on a la possibilité d'entendre, bien sûr que j'ai juste au piano, on n'a pas d'orchestre, mais quand même, c'est un travail capital et essentiel qui fait que il y a un an, pardon, il y a un an maintenant, on a déjà eu notre atelier sur le premier acte. Alors, on a vraiment une version chantée, mais à vrai dire très minimaliste, parce que c'est juste au piano, mais quand même qui nous donne l'importance dramaturgique, la sonorité. Et là, à ce moment-là, on est capable de voir si ce qu'on appellerait la mise en bouche des mots fonctionne ou pas, ou sonne étrange, ou alors déjà là, on le voit. Ce qui fait que quand on arrive, quand on va faire les trois ateliers sur les trois actes, quand on va arriver en salle de répétition, parce que vous devez savoir que les répétitions sont très courtes, c'est 3 semaines en moyenne. Ce qui fait qu'en théâtre, on se tape environ 8 semaines quand ça va bien, alors que là, on a 3 semaines. C'est une grosse machine. Et l'orchestre, on va l'avoir avant qu'on commence les représentations, on la voit, je pense, 3 fois. Alors, ce qui fait que tout ça doit fonctionner. Mais les ateliers servent beaucoup, beaucoup. Durant les répétitions, avec ceux qui vont chanter, parce qu'on s'entend, nos ateliers ne sont pas faits avec ceux qui vont chanter. Quand on répète 3 semaines avant avec ceux qui vont chanter, là, effectivement, il y a un dialogue, je dirais, qui est beaucoup plus direct entre le chanteur, le compositeur et le chef d'orchestre. Disons que le librettiste, à ce moment-là, oui, il peut corriger certaines phrases, mais le gros du travail n'est pas de mon côté. Le chanteur qui va dire, écoute, j'y arrive pas à chanter ça, c'est trop haut, c'est trop bas, c'est pas dans ma tonalité, est-ce qu'on peut avoir une pause, un soupir, un temps à ce moment-là? Alors là, c'est beaucoup, beaucoup une relation entre le compositeur et le chef d'orchestre. Et quand tu entends l'œuvre sur scène, là, tu es dégagé complètement, ce sont les vraies représentations. Est-ce que ta lecture, ce que tu avais en tête de l'œuvre, parfois change? Tu l'as vu avec les Feuillettes. Est-ce que c'est une œuvre qui est une autre œuvre?
avant même qu'on rentre en représentation, je dirais que le vrai moment magique, où on a passé 3 ans à écouter du piano, quand il y a la lecture d'orchestre, c'est le nirvana, c'est le bonheur, parce que tu comprends tout ce que le compositeur fait depuis 3 ans et qu'on n'entend pas. Et là, tu entends les violons, tu entends les percussions, tu entends les hautbois, tu entends tout, tu entends la harpe, tu entends, et tu fais, oh mon Dieu, c'est d'une complexité, c'est d'une beauté, c'est voilà les 3 ou 4 dialogues par l'orchestre. Et à ce moment-là, déjà là, c'est extraordinaire. Puis quand nos solistes qui ont été engagés pour chacun des rôles, puis je veux dire, on travaille énormément le choix des chanteurs, des distributions, parce que ça prend un ténor, ça prend un mezzo, ça prend un soprano, parce que tout l'ensemble des voix, ça veut dire autre chose finalement dans le personnage. Et quand eux sont là, ils arrivent, ajouter à ça le chœur, alors doucement, c'est sûr que la représentation comme telle, ça va tellement vite parce qu'il y a seulement, je pense, 3 soirs d'enchaînement avant la première, puis c'est couche par couche. Tu vois finalement les perruques, les maquillages le soir de général. Ce qui fait que, encore là, sur la première, on est, disons, dans la nervosité. On n'est pas vraiment un spectateur objectif. On n'est pas dans cette espèce d'accomplissement. La troisième représentation, on commence à y être. Mais je dirais que l'accomplissement, c'est vraiment la lecture d'orchestre. Bien. Alors, Michel, La beauté du monde va être créée en mars 2021. Tu as un autre projet d'opéra aussi, je pense. Oui, avec l'Opéra de Montréal et l'Opéra de Toronto, c'est Christine la Reine Garçon. L'opéra s'appelle seulement La Reine Garçon. J'ai écrit une pièce en 2013 qui était, comment je peux dire, sur un personnage pas connu à l'époque, mais qui devient de plus en plus connu, qui était Christine, reine de Suède, qui a gouverné au XVIIe siècle, qui était une femme totalement atypique. Elle a voulu transformer son pays, en faire un pays le plus sophistiqué au monde. Et elle a, si on peut dire, échoué parce que ses intérêts personnels et la bataille était trop grande avec son pays. Alors, elle a quitté son pays, mais c'est très rare de voir une reine à cette époque-là, à 28 ans, abdiquer son trône, c'est-à-dire refuser sa couronne, changer sa religion et devenir quelqu'un de totalement libre. Et on parle du XVIIe siècle. Alors voilà, il y a un opéra et c'est toujours avec Julien Bilodeau. On continue notre dialogue. Ce sera un dialogue presque de 7 ou 8 ans, mais c'est formidable d'avoir cette opportunité-là, cette chance-là, parce que ne faut pas oublier que quand il y a eu Les Feuillettes, qui est quand même une histoire d'amour entre hommes, présentée à l'Opéra de Montréal dans ce qu'on pourrait croire des fois comme étant un lieu où le public est un peu conservateur, de voir cette histoire d'amour-là sur scène, de voir 2 hommes s'embrasser dans une salle de 3000 places, je me suis dit quand même, l'Opéra de Montréal nous a permis à nous, en tout cas, cristalliser le fait que nous sommes un grand pays et d'une grande ouverture et une grande société. Ben, merci beaucoup, Michel Marc. Et puis, pour les jeunes qui nous écoutent, on a fait un document qui a des extraits des feuillettes, extraits vidéo, des extraits d'entrevues, un lien aussi vers ton site Internet où on découvre tout ton répertoire, toutes tes œuvres, les œuvres en chantier, etc. Un immense merci, Michel Marc Bouchard. Merci, Pierre.